Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison 2021 pour parler d'autisme ensemble. Donc moi je suis April, je suis autiste. J'ai été diagnostiquée il y a 1 an par un psychiatre spécialisé et depuis je fais des vidéos pour parler d'autisme. Donc bienvenue aux nouveaux s'il y en a. Et aujourd'hui je vais parler d'un sujet assez grave, c'est le rejet. Voilà, alors le rejet des personnes autistes, voire des personnes différentes dans son ensemble. Donc cette vidéo peut-être sera un peu long parce que j'ai pris beaucoup de notes. Je m'excuse à l'avance si c'est trop long. Vous pouvez faire des coupures, vous pouvez la regarder en plusieurs fois si c'est trop long. Et également je précise que en fait ma vision de l'autisme n'implique que moi et que si vous ne vous reconnaissez pas, bah c'est pas grave, ça veut pas dire que vous n'êtes pas autiste, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut pas prendre mes propos comme si c'était une vérité absolue, c'est mon point de vue, voilà. Il y a des personnes qui se reconnaissent, il y a des personnes qui se reconnaissent pas et c'est très bien. C'est ça aussi la variété du spectre dans l'autisme en fait. Voilà, donc le rejet. Alors se mettre à la place de l'autre, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément inné. Et c'est jamais acquis totalement, je pense. Ça demande toujours un effort, qu'on soit autiste ou qu'on soit pas autiste, et encore plus quand on est autiste. Sauf peut-être, bon, pour les personnes extrêmement empathiques. Et dans ce cas-là, elles vont un peu subir leur empathie, elles vont avoir du mal justement à mettre de la distance avec l'autre, parce qu'elles vont se sentir envahies et du coup leurs limites vont être un peu, leurs frontières plutôt, entre leurs émotions et les émotions des autres, ça va un peu se mélanger, ça va un peu créer de la confusion. Voilà. Donc cet effort pour comprendre l'autre, ça concerne à la fois l'empathie cognitive, donc le fait de comprendre intellectuellement l'autre, et l'empathie émotionnelle, qui est le fait de ressentir les émotions des autres. Voilà, donc je rappelle qu'il y a plusieurs empathies et que souvent les personnes autistes manquent d'empathie cognitive, mais absolument pas d'empathie émotionnelle. Hein. Les personnes autistes ont de l'empathie, voilà. Donc pourquoi c'est difficile parfois de se mettre à la place de l'autre? Parce que ça demande toujours donc d'accepter de parfois être désarçonné, de se remettre en question, de voir se bousculer nos représentations et donc d'évoluer. Parce que parfois on a des choses à apprendre de l'autre et ça correspond pas forcément à notre idée de départ. Et donc ça nous demande un effort pour s'adapter et pour on va dire mettre à jour un peu notre vision des choses, des gens, etc. On ajoute en prise de conscience, parfois même si ces prises de conscience sont tardives, en fonction de ce que nous montre l'autre. Donc ça implique tout ça de faire un effort. Des efforts, les personnes autistes en font toute leur vie. C'est la croix un peu qu'on doit porter et parfois elles le font, on le fait, ce que je m'inclus dedans, hein, sans même s'en rendre compte. On a tellement été habitué à compenser tout ça, à se dire c'est normal, tout le monde fonctionne comme moi, ou bien c'est juste un peu de fatigue, etc., qu'on se rend plus compte qu'on est réellement très très anxieux, très très fatigué, que là ça va pas du tout, etc. Que dans le cadre d'une hyposensibilité, on va avoir du mal à évaluer la douleur et notre perception de la douleur va être faussée. C'est la même chose pour la fatigue. Parfois on va avoir l'impression que ça va et en fait on est vraiment épuisé au bord du burn-out et de l'anxiété. Donc une personne, c'est sûr, qui a grandi toute sa vie dans un corps douloureux, elle aura un baromètre faussé et elle aura tendance à minimiser sa douleur et sa souffrance et à se situer par exemple à 4 sur 10 alors qu'une personne qui aura eu sa douleur à un moment de la vie, notamment une personne neurotypique peut-être, elle évaluera sa douleur à 8 sur 10 alors que c'est la même. Et donc on voit bien ici que c'est subjectif et que c'est aussi en fonction de notre vécu. Une personne par exemple traumatisée et anxieuse toute sa vie aura aussi tendance à minimiser ses difficultés en évoquant un simple stress parce qu'elle ne sait pas qu'en fait c'est pas normal d'être aussi anxieux, d'être aussi mal par rapport à certaines situations et que ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, voilà, qu'il faut changer certaines choses. Donc c'est aussi plus difficile quand c'est chronique ou que ça dure depuis longtemps parce qu'on s'habitue et du coup ça nous paraît normal d'être comme ça alors qu'en fait on a oublié qu'avant on n'était pas comme ça. Et du coup, je me demande même si ça expliquerait pas justement la résilience chez les personnes autistes. Parce que comme on se rend pas compte, du coup, on réussit, enfin, on continue à vivre tant bien que mal, parce qu'on n'a pas conscience à quel point on surpasse, en fait, à quel point on gravit des montagnes, si j'ose dire, voilà. Donc la personne autiste fait beaucoup d'efforts pour s'adapter au code de la société, mais aussi vis-à-vis des autres.
Elle a donc plus de chances de réussir, je pense, à se mettre réellement à la place de l'autre parce que toute sa vie, elle a été habituée à compenser, enfin, on a été habitué à compenser, à faire des efforts, à rendre des choses qui ne sont pas automatiques, etc. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix, c'est un peu ce qu'il faut qu'on fasse pour survivre. Et donc cette compréhension de l'autre, pour moi, elle est intéressante chez les personnes autistes parce qu'elle peut aller très loin et elle peut être très profonde. Voilà, quand bien même on a un peu un discours en disant que la personne autiste a du mal à comprendre les autres, qu'elle est un peu dans son monde, exclue, enfin qu'elle s'exclut, que elle a pas d'empathie, etc. Bah moi je pense, en tout cas dans mon cas, que je peux être très forte vraiment pour, comme je suis très forte pour tout analyser, bah je vais aussi décortiquer minutieusement l'autre et ça va me donner un niveau de compréhension de l'autre parfois assez exceptionnel, même si je peux me tromper totalement par moment. Mais il y a des choses que je vais percevoir de l'autre qu'une personne neurotypique qui n'aura pas été habituée à compenser ces difficultés ne fera pas en fait. Même si par exemple cette connaissance de l'autre elle peut apparaître assez froide parce que très intellectuelle, c'est quand même une connaissance. Ou bien on peut aussi utiliser notre empathie émotionnelle, donc dans mon cas j'en ai beaucoup, et cette empathie elle peut être énorme en fonction des personnes autistes, et avec notre cœur on peut vraiment comprendre l'autre, enfin ressentir l'autre, jusqu'à se trouver presque inondé par lui, et dans ce cas-là on a vraiment accès à une connaissance profonde, intuitive, intime, voilà. Après, par rapport à cette empathie cognitive qui nous fait défaut, je pense que du coup on a tendance à naturellement la compenser. Et en fait, justement, on va trop loin parce qu'on fait trop d'efforts. Pour moi, on explore toutes les pistes. C'est un peu, on est presque un peu maniaque. Un détail va nous interpeller. En plus, si on est HP, on va faire des liens, on va faire plein de liens dans sa tête. Ça va nous faire penser à d'autres comportements, d'autres situations, clac, clac, clac. Et du coup, ça pourrait aussi expliquer ce manque supposé d'empathie cognitive. Ça pourrait expliquer aussi notre tendance à suranalyser en permanence. En fait, ce serait une forme de compensation parce que on n'a pas toutes les clés, on est un peu en train de marcher sur des sables mouvants, donc on essaie de se rassurer en se fiant à notre capacité d'analyse et en essayant de l'exploiter un maximum. À la différence des personnes neurotypiques, nous, ça nous demande un effort, c'est pas inné, c'est pas automatique. Et donc, ça va nous donner une forme d'habitude aussi de gymnastique dont on va peut-être pas avoir forcément conscience, parce qu'on l'aura fait dès le début de sa vie, mais qui est très coûteuse en fait. Cette vision de l'autre, elle n'est pas forcément fausse ou biaisée, même si on peut avoir des erreurs d'interprétation, des biais d'interprétation. Et pour moi, elle est profonde, elle est originale, elle est différente aussi parce qu'on n'est pas branché sur les mêmes capteurs que des personnes dans la norme. Et donc, ça va donner une autre vision du monde. Et aussi, nous, on va s'attacher à des détails que peut-être les personnes dans la norme ne remarqueraient pas. Notamment, nous, on est très attachés aux valeurs, à l'authenticité. Et donc, ça va être important pour nous. C'est quelque chose qu'on va remarquer chez l'autre. Peut-être à la différence des personnes neurotypiques qui pourront plus s'accommoder de personne peu morale, voilà. Même si c'est pas forcément noir ou blanc, bien sûr. On peut aussi, et ça je l'ai dit dans une autre vidéo sur l'autre, justement, on peut sentir l'autre de manière un peu fulgurante jusqu'à avoir une sorte de... jusqu'à avoir accès à ce qu'il est presque de manière karmique. C'est-à-dire qu'on va tout de suite sentir si la personne est tourmentée ou pas à l'intérieur, si elle est centrée, enfin si elle est à sa place ou pas, si elle est parfois, si elle dégage une mauvaise onde ou pas. Et malheureusement, parfois, cette intuition va avoir tendance à mal l'utiliser, on va vouloir rationaliser, encore une fois, parce que ça nous fait défaut. Donc on essaie de tout expliquer, de tout justifier, de faire un peu le Sherlock Holmes en trouvant des preuves pour appuyer cette connaissance intuitive qui nous fait peut-être un peu peur ou qui nous paraît pas très solide ou rationnelle. Et c'est là où du coup, on peut passer totalement à côté et se faire avoir. La vision aussi très binaire, blanc-noir, ça peut aussi nous faire défaut dans la mesure où parfois soit les gens sont méchants, soit les gens sont gentils et on va un peu passer de l'un à l'autre, enfin en tout cas c'est mon cas. C'est vrai que jusqu'à ce qu'un ami me blesse, il est merveilleux quoi, c'est vraiment... c'est presque la 7e merveille du monde et le jour où je suis blessée, alors là il devient un démon, un être machiavélique. Et donc c'est vrai qu'il faudrait essayer un peu
bon, de fonctionner différemment, mais c'est pas évident parce que je pense que ça renvoie aussi à un sentiment d'insécurité, que tout d'un coup on se sent plus en sécurité parce que là il a fait quelque chose qu'on n'a pas compris et qui nous a fait du mal. Donc voilà, donc conclusion, on fait des efforts, beaucoup d'efforts, on essaie de se tordre dans tous les sens pour rentrer dans la boîte uniforme qu'on nous impose, que la société nous impose et qui implique en fait de renoncer à soi. Voilà, c'est tout simplement, c'est un effort énorme aussi pour comprendre et s'adapter à cette société qui n'est pas adaptée à nous, à notre fonctionnement, et pour comprendre et s'adapter à des gens qui la plupart du temps font bien peu cas de nous, faut pas se mentir, n'en ont rien à faire, ou alors eux par contre ne cherchent pas forcément à comprendre en profondeur qui on est, à s'adapter, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on renonce aussi facilement à soi? Pourquoi est-ce qu'on a tendance comme ça à se sacrifier sur l'autel de l'intégration et de un peu la paix sociale? Je pense que ça vient beaucoup de l'éducation. On n'a pas été habitué à s'écouter, etc., à respecter ses besoins. Aussi parce qu'on ne se connaît pas, on ne nomme pas l'autisme, parfois on est diagnostiqué très tard et donc on n'a pas conscience, même si c'est une sorte d'intuition quand même qu'on a en filigrane dans notre vie, mais on n'a pas conscience que c'est à ce point. Moi j'avais pas conscience que j'étais autiste, même HP, je me disais oui bon je fonctionne pas comme les gens, mais c'est pas grave quoi. Et en fait si c'est grave et surtout de pas en avoir conscience, c'est grave et ça me met en danger. Donc c'est sûr que c'est un long cheminement de se connaître, de réussir déjà à se dire à soi-même mais en fait je fonctionne pas comme les autres, c'est bizarre, qu'est-ce qui m'arrive? Et ensuite de chercher des réponses, etc. Et tant qu'on n'a pas ces réponses, en fait, parce que la société nous renvoie, c'est que c'est toujours de notre faute. Et ça va aussi nous affaiblir. C'est nous qui ne faisons pas assez d'efforts, c'est nous qui sommes maladroits, qui sommes trop lents, trop rapides, etc. Et donc ça va nous faire culpabiliser. En tout cas, moi, mon histoire, c'est que j'ai beaucoup culpabilisé. J'ai beaucoup pris sur mes épaules avant de comprendre qu'en fait, déjà je faisais beaucoup d'efforts et ensuite tout n'était pas de ma faute et que si je faisais la moitié du chemin, l'autre pouvait aussi faire l'autre moitié. Voilà, et donc tant qu'on n'a pas conscience de ça et qu'on s'affirme pas et aussi qu'on se dit pas qu'on va arrêter de se sacrifier totalement, on va continuer à se plier en quatre jusqu'à s'épuiser encore et encore et à davantage en fait s'éloigner de soi-même jusqu'à créer ce qu'on appelle la dissonance cognitive où en fait on sait plus ce qu'on veut, vraiment ce qu'on pense, vraiment ou est-ce que c'est pas ce que veut que l'autre, est-ce que c'est pas ce que l'autre veut qu'on pense, etc., etc. Et donc ça, c'est vrai que ça peut aussi nous éloigner de nous-mêmes et donc nous mettre en danger. Et ce qui est triste, c'est que en fait la société ne nous laisse même pas une chance d'exister réellement pour moi. Parce qu'elle ne sait pas qu'on existe. Et quand je dis ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas informée sur l'autisme la plupart du temps, même si ça peut arriver qu'elle le soit, ou bien elle est très mal informée, ce qui joue en notre défaveur aussi. Et si on essaie de lui faire prendre conscience, de lui expliquer ou de la confronter à cette vérité-là, cette différence-là, elle est dans le déni. Il y a un blocage en fait, je sais pas, elle bloque, c'est pas possible, ou alors elle nous rejette, et elle rejette la faute sur nous, et elle nous méprise. Donc c'est sûr que quand on passe notre temps à compenser une empathie cognitive qui nous fait naturellement défaut pour accéder à l'autre, eux, par contre, qui possèdent, soi-disant toutes les facultés d'empathie nécessaires pour comprendre l'autre et l'accepter et l'accueillir, etc., eux, nient en bloc en fait. Eux qui sont capables d'empathie, soi-disant, par rapport à nous, soi-disant, en fait, c'est eux qui ne se mettent pas à notre place, qui refusent de se mettre à notre place. Il y a un problème quand même, c'est grave. Alors, en fait, c'est nous qui manquons de flexibilité, qui devons être flexibles, mais eux qui n'en manquent pas, ne l'utilisent pas, enfin, ne sont pas... eux qui sont capables de flexibilité, ils refusent d'être flexibles pour nous intégrer, pour s'adapter à nous. Vous voyez l'ironie, en fait. Donc, en gros, c'est marche ou crève. Les personnes autistes qui peuvent quand même s'adapter, mais au prix de beaucoup d'efforts, de fatigue et d'anxiété, et ceux qui ne peuvent pas et qui du coup sont exclus. Est-ce qu'on peut vraiment continuer à fonctionner comme ça en 2021 ? Je comprends pas pourquoi ça va aussi loin, pourquoi il y a si peu d'efforts de fait. Est-ce que c'est par paresse? Est-ce que c'est par égoïsme? Est-ce que c'est par bêtise? Est-ce que c'est parce qu'ils ont tellement pas l'habitude de cette gymnastique intellectuelle-là que du coup ils arrivent même plus à l'envisager ou à comprendre que c'est possible en fait, c'est possible
de faire 3 petites choses pour nous inclure, c'est comme s'ils étaient figés. Et pour moi, ça me permet de faire une réflexion sur la société très très auto-centrée que je constate tous les jours. Parfois, ou même souvent, j'ai l'impression, notamment dans la communication, que les gens ne savent plus communiquer, qu'en fait ils se parlent, mais sans se parler, entre eux, réellement, en partageant. Non, ils se parlent à eux-mêmes. C'est comme une série de monologues qui n'interagit, qui rentrent jamais vraiment en contact les uns avec les autres. Ça me fait penser un peu à ces pièces de théâtre absurdes du XXe siècle avec une critique du langage. Et là, c'est la même chose en fait. C'est vraiment quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Et en fait, ils ne comprennent de vous, enfin de nous, que ce qui les renvoie à eux. Comme s'ils se parlaient en continu en fait, à travers d'autres personnes. Donc, ils utilisent ces personnes qui sont des moyens, des réceptacles à continuer à s'écouter parler de manière très narcissique, en entretenant en permanence une conversation sur eux en fait, de manière narcissique, auto-centrée et fermée. Et tout ça, ça me fait dire aussi que ça me fait peur parce que ça me fait penser, ça me fait comprendre que chez cette société, il y a beaucoup de vulnérabilité aussi en fait. Il y a une forme de crispation autour du fait qu'il faut surtout pas être déstabilisé. Voilà, il faut rester dans son domaine, dans ce qu'on connaît, dans dans aussi ce que l'on est. Donc toujours nous, toujours le moi qui est au centre, qui est tout puissant. Mais surtout, il faut pas trop qu'on nous embête avec des choses, qu'on nous mette des choses sur les épaules ou qu'on se sente responsable d'un truc. Pour moi, il y a une forme de déresponsabilité et que quand on commence à nous parler des grands combats, la fin dans le monde, les guerres comme ça, le réchauffement climatique, ça va 5 minutes, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on est fatigué, on se lève tôt le matin, et puis on peut pas porter toute la misère sur ses épaules, quoi. Donc il y a une forme de rejet comme ça où en fait c'est pas notre problème, enfin c'est pas leur problème. Et bon, je fais peut-être un parallèle un peu bizarre, mais c'est pareil en fait avec l'autisme, quand on commence à dire non, non, mais là je te parle pas de toi là, je te parle de moi en fait, en tant qu'autre différent de toi. Je suis autiste et j'ai des besoins différents, des particularités. Est-ce que tu peux t'adapter un peu? Est-ce que c'est possible de te mettre un peu à ma place? Et en fait, tout de suite le discours ça va être toi t'es autiste, mais non, mais n'importe quoi. Moi, je sais ce que c'est que l'autisme. J'ai vu un reportage à la télé. C'est pas ça. Et puis bon, il faut descendre un peu sur terre. Hein, le monde tourne pas autour de toi, de ta petite personne. Hein. C'est pas parce que t'as des difficultés que ça y est, t'as un fonctionnement différent. On doit le prendre en compte. Moi aussi, j'ai des difficultés. Hein. C'est pas pour autant que je me mets autant en avant. Hein. Vous voyez, il y a un problème en fait. Ils continuent à parler d'eux. Et il n'y a pas de prise en compte de l'autre en fait. Et ça me rend très triste. Voilà. Et surtout, je trouve ça très grave et bon, très grave et très embêtant. Et quand je dis, par exemple, à mon chef d'établissement que je suis autiste et que j'ai des difficultés à saisir l'implicite, puis que lors d'une réunion, il m'humilie devant tout le monde en me reprochant de ne rien comprendre quand je demande des précisions, c'est dégueulasse, c'est de la discrimination. Et puis, en fait, ça prouve qu'il a fait aucun effort. Il a rien compris. Il a pas du tout pris en compte ce que je lui avais dit, les renseignements que je lui avais donnés, alors que je l'ai pourtant détaillé mes difficultés pour l'aider. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il avait même pas à se renseigner. Je lui avais tout apporté sur un plateau d'argent. Et enfin, il a rien mis en place pour s'adapter à mon fonctionnement, pour m'aider un peu. Ce qu'on appelle en fait vulgairement l'inclusion. Donc là, ça va quand même très très loin. Nous, cet effort intellectuel, on le fait en permanence. On n'a pas le choix. On a en permanence cette double lecture, ce qui pour moi est une richesse, d'avoir appris à comprendre et à s'adapter tant bien que mal au monde de l'autre, tout en prenant conscience ou en tentant de prendre conscience, faire son petit bonhomme de chemin comme ça, de son propre fonctionnement avec, de faire attention à ses besoins, à ses particularités, etc. Donc en gros de faire rentrer le rond dans le carré sans se faire trop de mal. Bon. Et ça, c'est une charge mentale qui est énorme. On doit tout intellectualiser, rien n'est automatique, en particulier dans l'interaction. Donc on doit réussir à communiquer dans le langage de l'autre tout en restant soi-même.
de se dire en permanence, de faire cette gymnastique, de se dire ah peut-être que là j'ai mal compris et donc je vais demander des précisions pour être sûre d'avoir bien compris, ou alors tiens peut-être que lui il a mal compris parce que je sais qu'il fonctionne différemment, je sais que lui il a tendance à déduire beaucoup d'intentions de mes mots et donc je vais expliciter et je vais m'assurer que c'est pas le cas. Et voilà, et en fait on est toujours comme ça à réfléchir à ce qu'on va dire, à ce qu'on a dit, à ce qui s'est passé, à ce qui va se passer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est énorme. Nous, on sait plus ou moins comment fonctionne l'autre parce que bah on vit toute notre vie dans cette société. Mais l'autre, il a aucune idée de comment on fonctionne. Il pourrait avoir une idée s'il s'intéressait à nous, mais c'est pas le cas. Il n'imagine pas qu'on existe et il n'imagine pas qu'il existe différentes façons d'être, de penser, de ressentir. Il n'a pas été habitué à cette gymnastique-là et en fait, il nous nie par méconnaissance presque. Et le plus grave dans cette méconnaissance, dans cette négation de nous-mêmes, c'est que toute notre vie, ils nous feront payer le fait d'être différents, sans pour autant le savoir, ni oser le reconnaître, et tout en rejetant un diagnostic, si jamais plus tard on affirme notre différence pour lui dire « Ah bah écoute, tu m'as reproché ça, mais en fait c'est parce que je suis autiste. » Non. Il rejette la faute sur nous. C'est toujours nous le problème, voilà. Et moi, par rapport à d'autres personnes autistes, peut-être, j'ai toujours aimé aller vers les autres, en fait. J'aime énormément partager, voilà, rencontrer de nouvelles personnes. Bon, c'est pas le cas de tous les autistes, je sais. Alors, je suis quand même très anxieuse, faut pas se mentir, mais bon, voilà, je suis assez ouverte, enfin, j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes. Et je me suis en fait beaucoup cassé les dents, donc on m'a beaucoup reproché de manière implicite en fait ma différence, l'autisme. Donc avec mes copines, j'étais toujours celle qui passait en dernier, qu'on pensait pas à appeler forcément, à prendre des nouvelles ou même à souhaiter l'anniversaire tout bêtement. Inconsciemment peut-être que je me donnais moins d'importance parce que je sentais que j'étais différente et que l'autre faisait instinctivement une hiérarchie, je sais pas. Hein. Mais en fait, j'ai toujours été très appréciée et paradoxalement, on m'a toujours fait sentir qu'il y avait un truc qui allait pas. Voilà. Et ça, c'est très violent en fait. On me disait toujours, ouais, t'es sympa, on t'aime bien, mais c'est dommage que tu sois comme ça. Et en fait, ils me reprochaient des choses qui étaient liées à mon fonctionnement tout simplement. Ils me reprochaient de pas assez me lâcher, d'être trop timide. Donc au collège, je me suis fait plus ou moins harceler par une bande de filles. Qui me reprochait d'être trop timide en classe, de pas assez participer, alors que je faisais par ailleurs des efforts pour aller leur parler, tout ça, et que j'étais très ouverte, hein, mais bon. Voilà, je plaisais aux garçons, mais pareil, après plusieurs rendez-vous, ça allait pas, et on me laissait tomber en me reprochant d'être trop sensible et bizarre. Mes collègues me disaient, enfin j'entendais derrière mon dos qu'ils m'appelaient la fille qui parle pas, voilà, parce que j'étais silencieuse au self et tout, etc. Et en fait, tout ça, ce qu'ils savaient pas, c'est qu'ils me reprochaient la partie la plus intime de moi-même, c'est-à-dire mon autisme. Au lieu de me dire, cette fille, elle est cool parce que elle est pas comme les autres, il y a un truc qui détonne et c'est bien. En fait, on me disait, c'est mal, tu es mal en fait. Et c'était ça le rejet vraiment que j'ai connu, que peut-être vous avez connu aussi, mais c'était quelque chose d'assez... je trouve assez subtil comme ça, assez même malsain parce que c'était jamais dit explicitement, mais il y avait quand même une attitude où on me mettait sur la touche. J'étais quand même acceptée, enfin j'étais tolérée, mais il fallait pas non plus que je prenne trop de place parce qu'il y avait un truc qui allait pas, un truc un peu bizarre quoi, voilà. Et sans compter toutes les personnes qui sont prises à moi parce qu'elles sentaient que j'étais différente et du coup un petit peu... décentrée de moi-même et donc plus vulnérable, bien sûr, ce qui sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le reflet d'une société quand même qui fait aucun effort, qui est très paresseuse, très narcissique et puis hypocrite. Voilà, donc c'est pas un tableau très reluisant. Désolée, c'est pas une vidéo très optimiste, mais c'est ce que je pense. En fait, il suffirait de pas grand-chose, mais je pense qu'elle ne veut pas faire d'efforts parce qu'elle a toutes les clés en main pour s'éduquer et se sensibiliser et malgré ça, ça continue à pas aller du tout. Et puis, il y a quelque chose de très douloureux parce qu'en fait, on nous reproche des choses, mais qui sont l'inverse de ce qu'on devrait nous reprocher. On devrait au contraire nous valoriser, on devrait au contraire... nous mettre en avant et en fait on nous coupe l'herbe sous le pied systématiquement
Et puis il n'y a pas de réel, comme je l'ai dit, prise en compte de l'autre dans sa différence. C'est toujours, presque l'autre est toujours utilisé ou objetisé pour une raison, mais il n'y a pas un échange vraiment authentique, je trouve, enfin de moins en moins. Et ça me fait plutôt peur. Malheureusement, au cours de ma vie, j'ai pas eu une bonne image de moi-même. J'ai pas senti que j'étais une fille super, et je pourrais parler même de plein d'autres aspects, mais même l'intelligence, j'ai jamais senti que j'étais très intelligente. On m'a jamais dit que j'étais intelligente, on m'a jamais fait sentir que j'étais intelligente à l'école, plus à l'extérieur de l'école, mais pas à l'école, parce qu'en fait mon intelligence, je pense, ne correspondait pas à la norme, que la façon que j'avais de réfléchir, de raisonner, ça intéressait pas mes professeurs parce que ça rentrait pas dans le moule en fait. Et donc ça, je trouve ça grave parce que il y a encore plein d'enfants peut-être qui se sentent nuls, qui se sentent pas intelligents, qui se sentent pas acceptés alors qu'ils sont super juste parce que on n'est pas tolérant et qu'on fait aucun effort. Donc je fais cette vidéo pour informer et puis pour espérer que peut-être ça changera. Et surtout ne vous sentez pas nuls parce que vous ne l'êtes pas, franchement on est tous des soldats à être dans cette société. Et donc il faut continuer le combat en espérant que les choses changeront peut-être pour la génération suivante. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, bye bye!